nous trouvons à Fismes, sur un lieu industriel qui vient d'être déserté par une entreprise importante de l'embouteillage et du conditionnement d'eau en bouteille, qu'on peut nommer qui est le groupe Cristalline, qui a décidé, pour ses raisons propres, d'abandonner ce lieu, des raisons de volume probablement, de proximité, de stratégie tout simplement industrielle. Et ce lieu, on va essayer de lui redonner vie. Il faut que ce patrimoine-là survive, résiste à l'enfouissement. C'est pas aujourd'hui, alors que les problèmes d'eau naissent dans le monde, de qualité d'eau, et qu'on essaye de la préserver à tout prix, qu'on peut laisser ces outils mourir. C'est impossible. Notre projet repose sur des valeurs de proximité où on imagine de faire une eau qui va être destinée à une population régionale. Donc nous allons mettre en œuvre bien évidemment les emballages bioplastiques pour servir cette régionalité, sachant qu'on va peu transporter cette eau, qu'on va pouvoir également collecter des emballages vides et pouvoir les recycler ou les retraiter de la meilleure façon qui soit. Nous sommes véritablement dans une cohérence entrepreneuriale et une cohérence également vis-à-vis des consommateurs, puisque notre projet a toute sa logique, toute sa pertinence par la régionalité. Ce n'est pas seulement une régionalité d'apparence, c'est également une mise en œuvre, et je crois que c'est la seule fois sur un produit industriel où on voit naître le produit, où on le met en œuvre et on le distribue dans un rayon qui reste celui de la convenance écologique. Je pense que tant qu'on reste régional, on n'inquiète personne, sauf que si on envahit toutes les régions, et bien évidemment, notre régionalisme va finir par inquiéter la multinationale, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. À Saint-Dié-des-Vosges, l'eau coule à flot. Elle est à l'origine de son passé industriel dans le textile notamment. Victime des délocalisations, cette ville moyenne concentre aussi les problèmes du monde rural qui l'entoure et qui s'appauvrit de jour en jour. Pour s'en sortir, elle entend bien s'appuyer sur des entreprises innovantes résolument tournées vers l'avenir. Avec un patrimoine hydrogéologique riche de plus de 200 sources, une usine d'embouteillage en bioplastique s'inscrit naturellement dans ce développement. Ce que nous avons d'abord à faire pour lutter contre cette espèce de force qui pourrait nous tirer vers le bas, c'est de mobiliser les gens. Et c'est de dire nous ne sommes pas fichus, nous avons un avenir. On a montré dans le passé qu'on savait le construire, le climat était le même, la rigueur était la même, l'ouvrier paysan qui caractérisait ici l'activité industrielle et agricole, puisqu'on avait une vache ou deux et toute la famille travaillait à l'industrie textile. L'ouvrier paysan a su résister aux pires époques de la vie. On sait résister. Bien. À partir de là, il faut donner des pistes. Il y a l'intelligence, il y a les hommes et les femmes, il y a le fait de les mettre en relation de travail pour créer, et il y a l'esprit d'innovation. Et être innovant, ça veut dire qu'il faut savoir que l'avenir ici, ce sont des petites et moyennes entreprises qui disposent de propriétés intellectuelles, de brevets, d'idées nouvelles qui vont essentiellement asseoir leur succès demain, non pas sur des capacités d'accumuler des milliards sur des milliards, non pas sur le nombre, la force mécanique, l'organisation de l'industrie traditionnelle sur le modèle de Taylor, mais sur l'idée qui fait pchit et qui tout d'un coup fait que vous êtes les seuls à posséder ce qui va faire avancer telle ou telle industrie. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'on voit la mondialisation comme la bataille entre Ford et Toyota. En fait, la mondialisation peut être une bataille entre une toute petite entreprise que j'ai derrière moi, qui emploie 15 personnes, contre une autre au fin fond de la Lituanie qui contiendra 20 personnes. Et ces deux-là vont peut-être envahir le monde, chacune de leur côté, par leurs propres produits. C'est ce qui nous donne une chance, car si la mondialisation se réduisait au choc des géants, nous serions déjà morts.
Et l'innovation, je dirais qu'elle est forte du moment où elle touche effectivement l'homme, sa façon de vivre, dans son amélioration, qu'elle touche la société au sens large. Et là, pour les bioplastiques, on est bien dans une amélioration sociétale parce qu'on se donne de l'autonomie par rapport à une ressource, une matière première. On évite dans sa transformation de polluer l'environnement et on évite également de toucher l'homme dans sa santé. Et puis en plus, on crée de l'emploi, on crée de la ressource, on crée de l'activité humaine. Donc c'est une innovation forte, c'est une innovation intelligente qui touche l'homme, son environnement et pour moi elle est bonne. Lorsque l'on a fait nos premières recherches avec Pascal Bastien sur la possibilité de mettre du vin dans des bouteilles plastiques, même si c'est un plastique spécial, on a tout de suite pensé à l'acidité du vin et à la vie du vin dans la bouteille, puisque ce sont des vins qui vivent beaucoup. Les vins bio, et comme on le fait, vivent énormément en bouteille, que ce soit les bouteilles de verre ou la future bouteille en PLA. Et naturellement, on a fait faire tous les tests possibles jusqu'à présent pour ce qu'on appelle la migration. Donc la migration, c'est à la fois la dégradation du contenu et du contenant. Donc l'interaction entre les deux matières. On a résolu ces problèmes des migrations. On a fait mettre des vins mousseux dans cette bouteille-là, parce que justement, on pense qu'un jour, on utilisera cette bouteille pour faire du vin, soit du crément de Bourgogne, soit du champagne, qui sont des produits qui voyagent beaucoup. Et c'est tout à fait l'avenir de cette bouteille, c'est le voyage, c'est le transport. Le verre, ça ne nous satisfait pas tellement au niveau de notre impact carbone et de notre réflexion en général, puisque ça coûte lourd en énergie à fabriquer, c'est lourd à transporter, c'est difficile à recycler, ça a beaucoup d'avantages mais beaucoup d'inconvénients. Donc on a fait faire ce prototype. Donc c'est pas la bonne couleur, il y a un collage au milieu puisque ça a été moulé en deux parties. Lorsqu'elle sera terminée, elle sera superbement blanche, exactement comme une bouteille de verre, avec suffisamment de densité pour ne pas se plier dans la main et ne pas paraître comme une bouteille de bas de gamme, je veux dire. On ne pourra pas confondre ça avec une bouteille de vinaigre, c'est pas possible. Ça ne m'embarrasse pas du tout, au contraire, de mettre du vin de qualité là-dedans. On est totalement en continuité de notre façon d'impacter le moins possible la planète lorsque l'on commercialise, lorsqu'on élabore quelque chose. Dans notre réflexion future, on avait envisagé d'implanter une usine de fabrication de PLA ou une usine de soufflage et de mise en bouteille pour l'ensemble d'une région. Ce qui évitait, encore une fois, les transports, qui crée une petite unité semi-industrielle au sein d'un bassin de production. Et donc on aurait pu comme ça disséminer ce type de micro-usines dans le bassin de production du Bourgogne-Côte-de-Beaune, du Bourgogne-Côte-de-Nuit, du Bourgogne-Côte-Chalonnaise, etc. Il y a l'impact environnemental et il y a l'impact humain. Plus il y aura de micro-sociétés, plus il y aura sur le bassin même d'utilisation des emplois supplémentaires. Il nous reste encore à travailler sur la longévité de la bouteille. Savoir si elle peut être à la fois totalement biodégradable et à la fois se conserver longtemps avec des produits à l'intérieur qui vivent aussi très fort, sans altération.